On se retrouve pour parler des films qu'il y a eu ces 3 derniers mois, comme d'habitude, comme à notre habitude, comme à votre habitude, et on s'y retrouve pour en parler maintenant. Voilà, et donc si j'ai le temps, à la fin de la vidéo, je ferai mon petit top et mon petit flop de mes 5 films que j'ai préférés et détestés de cette année. Voilà, on fera ça très rapidement, ne vous en faites pas. Allez, générique. Donc ça 2, il est sorti en septembre, mais je l'ai vu qu'en octobre, donc tu vas te calmer. J'en parle quand même parce que je trouve ça très intéressant. J'ai pas vu le 1, voilà, je tiens à dire que j'ai pas vu le 1, voilà, pardonnez-moi. Oui, je suis le seul fan de cinéma d'horreur qui n'ait pas vu ça 1, je suis désolé. En tout cas, je trouve que le film est vraiment très bien, il prend une forme que je trouve vraiment cool, une forme dans le cinéma d'horreur aussi que j'apprécie vraiment. Par contre, ouais, il est vraiment long, ça dure 3 heures, et il y a des trucs à couper, hein. Il y a vraiment des trucs à couper, mais c'est même plus avec des ciseaux, quoi, c'est avec une cisaille. Il y a des scènes répétitives où une fois qu'on l'a compris, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on a compris le concept. Mais en même temps, ça instaure vraiment une réelle construction des personnages et vraiment on s'y attache. C'est nécessaire sans vraiment l'être en fait. Il y a aussi un truc que j'ai trouvé très intéressant, c'est le mix entre l'humour et la peur. Il y a des vannes très très drôles dans ça 2 quand même, il y a des vannes vraiment très marrantes. Et du coup ça détend un peu l'atmosphère dans ces 3 heures de film qui sont globalement assez horrifiques. Voilà, donc ça 2, très bon film. Je m'attarde pas plus dessus parce qu'en plus il est hors compétition parce qu'il était de septembre et je l'ai vu qu'en octobre. Donc on enchaîne tout de suite. Ouais, qu'est-ce que je voulais que je dise hein, après Joker, voilà, tout le monde en a déjà parlé, tout le monde a déjà tout dit de ce film. Je trouve ça formidable, je trouve ça formidable. Et je trouve ça d'autant plus formidable, voilà, que le cadrage est magnifique. Il y a un réel aspect hommage au comics, justement, avec un réel parti pris de liberté d'adaptation. Donc je trouve ça vraiment cool, en fait. On va revenir quand même sur 3 points qui n'ont pas été vraiment mentionnés sur ce film. Je trouve ça intéressant aussi de vous en parler. C'est plus autour du film que dans le film concret lui-même, mais c'est important de les aborder, puis vu qu'on a un peu de temps ensemble, donc on va en parler. Premier point, c'est un des petits défauts que je trouve au film, et en même temps, c'en est pas un, vraiment, c'est un truc personnel, mais voilà, vous en faites ce que vous voulez. Je suis un grand fan de l'univers Batman en général dans les comics. Et quand t'es un grand fan de Batman dans l'univers des comics, bah, en fait, si vous voulez, je trouve que le Joker ne peut pas être le Joker dans le film. Je m'explique tout de suite. Batman représente la force obscure et en même temps l'ordre et la justice. Le Joker, c'est tout l'inverse. Il représente la joie, le rire, mais en même temps la folie et le chaos. C'est impossible de faire l'un sans l'autre. Les deux ne sont que complémentarité. Le Joker se maintient très bien à lui-même, hein. Le film n'est pas du tout chiant et très intéressant, mais étymologiquement, on a tort d'appeler le Joker dans ce film parce que pour moi, et les fans de Batman, à mon avis, confirmeront mes dires, le Joker ne peut pas être le Joker sans Batman. Voilà. Petit point fini. Deuxième point, je trouve que ce film est très important justement pour les jeunes qui veulent s'intéresser au cinéma. J'ai vu beaucoup de jeunes justement qui ont repris sur les réseaux sociaux cette image du Joker. Bon, ça devient un peu saturation à la fin, mais bon, c'est pas très grave. Et je trouve que le Joker est vraiment une réelle porte d'entrée à comment devenir un cinéphile et à s'intéresser vraiment au cinéma. Que ce soit dans la construction des plans, du personnage, du scénario. Joker est un film, on va dire entre guillemets, tout public dans sa forme, qui est compréhensible de tous, qui est, on va dire, où les codes cinéphiles, où les codes du cinéma sont perceptibles, oui pardon, pour tous et par tous. Je trouve que Todd Phillips a fait vraiment une très belle démarche en mettant un film avec un personnage, on va dire encore une fois, grand public, enfin qui touche tout le monde en tout cas, et a fait vraiment une réelle porte d'entrée pour les jeunes au cinéma parce que voilà, les jeunes ont beaucoup aimé le film. C'est un film d'auteur sans vraiment l'être en fait, et donc ça, c'est cool. Allez, film suivant. Oh là 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 là. Franchement, c'est une purge. Franchement, c'est une pure purge. Non, mais il y a vraiment... C'est vraiment un mauvais film. Et le pire, c'est qu'ils ont créé un univers visuel numérique. En fait, ils ont essayé de reprendre le talent de Tim Burton dans Alice au Pays des Merveilles qu'il avait fait chez Disney, mais sans Tim Burton. Et donc là, ça tombe à l'eau, mais d'une puissance, quoi. Encore dans Alice au Pays des Merveilles, il y avait Tim Burton pour défendre le film derrière. Mais là... c'est plat, hein. C'est vraiment plat. En plus, je suis désolé, mais à certains moments, les effets spéciaux, le fond vert se voit. Le fond vert se voit tout le temps. Ils ont ramené Michelle Pfeiffer, mais vraiment, je pense qu'elle avait besoin de refaire sa piscine ou quelque chose comme ça pour jouer dans un film comme ça, mais ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Non, je vais pas parler plus parce que faut que j'enchaîne, mais Maléfique, c'est vraiment une suite qui n'a pas lieu d'être. C'est d'ailleurs un film qui n'a pas lieu d'être en général, et c'est pas bien. Voilà, on enchaîne.
La Belle Époque de Nicolas Bedos, film très intéressant, d'autant plus qu'il est très beau. Ouais, c'est un film très beau. Bon, en plus il y a Fanny Ardant en casting, donc forcément, c'est magnifique. Une justesse assez folle. Et je trouve que c'est un film français, dans la définition qu'on peut se faire d'un film français, voilà, qui apporte vraiment au cinéma français pour le coup. Là où 2 mois de Clapiche était un film français qui se contentait d'être un film français sans plus ni moins, c'est bien, hein, c'était bien, mais évidemment. Mais La Belle Époque apporte vraiment une nouvelle part, de par son image, de par ses personnages, de par son écriture, de par ses dialogues. C'est sublimement bien écrit. Le personnage principal, qui est joué par Daniel Auteuil, a un amour de la BD en fait dans le film. On dirait vraiment que chaque cadre de ce film se réfère à un cadre de BD. Il y a une puissance de l'image en fait qui se colle vraiment bien à l'univers de la BD. On sent que chaque plan est calculé, qu'il n'y a pas vraiment un plan qui n'est pas réfléchi. Donc voilà, La Belle Époque, c'est très bien. En plus c'est beau, ça raconte une belle histoire d'amour. Et c'est vraiment pour toutes les générations pour le coup. C'est pas une génération 70, tu peux le voir jeune, tu peux le voir vieux, tu peux le voir vieux. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un film à voir de cette année. Très bon film. J'accuse de Roman Polanski. Ah, ça me fait chier, hein. Ça me fait vraiment chier parce que c'est vraiment très bien, J'accuse. C'est vraiment très bien parce que pareil, il y a une puissance de la construction du cadre. Bon, après on est à faire quand même à Roman Polanski, donc c'est pas un débutant. Il y a une puissance de cadre qui est folle, il y a une telle maîtrise de la direction d'acteur qui est aussi incroyable. Cette image grise te pèse, enfin voilà, la photographie est folle. Cette image grise te pèse pendant tout le film. Tu es cloîtré en fait avec une caméra sur pied qui ne tremblera pas. C'est un film très lourd à regarder en fait. Lourd dans le bon sens du terme, où t'es un peu en mode ok d'accord. Et puis voilà, encore une fois pour le boulot que ça a été, parce que quand on entend des historiens parler du film, il paraît que c'est vraiment très fidèle à l'affaire Dreyfus. Et donc pour réviser le bac entre autres, c'est pas mal. J'accuse, voilà, c'est un très bon film. Ça me fait chier que ce soit un très bon film parce que encore si Roman Polanski avait fait un mauvais film, j'aurais pu vraiment le détester. Mais au final, J'accuse est cool. J'accuse est vraiment cool. Allez, on enchaîne avec la suite. Les Misérables de Lajli. Alors, Les Misérables, c'est vraiment bien. C'est vraiment très bien. Non mais voilà, encore une fois, c'est des films qui ont tellement fait parler d'eux que je peux rien dire de plus intéressant, du coup je vais passer très vite dessus. C'est formidable, c'est magnifiquement bien écrit et sublimement bien joué aussi quand même, faut le rappeler. Le film prend un parti pris très intéressant de justement ne pas prendre de parti pris, il n'y a aucun camp qui n'est en fait favorisé. On voit des flics qui galèrent à faire leur métier et qui galèrent tellement qu'ils en deviennent fous, qu'ils en deviennent hors la loi en fait, qui pourchassent. Et il y a des jeunes ou des gens habitant dans des cités qui sont tellement laissés là que en fait pareil ils deviennent violents par eux-mêmes parce que c'est vraiment un milieu où en fait on bouffe les autres parce que bah on n'a pas vraiment le choix. C'est vraiment très bien raconté. Après voilà, c'est pas un style de réalisation que j'idole particulièrement, mais en tout cas ça se défend vraiment bien. Pareil, c'est un des films les plus beaux de cette année français en tout cas. Voilà, encore un petit seum que ça soit lui qui soit parti pour les Oscars et pas Portrait de la jeune fille en feu. Mais bon, voilà, on se console comme on peut, c'est quand même un très bon film. Allez, on enchaîne. Allez, Toute ressemblance de Michel Denisot. Bon, c'est un film enfin voilà, c'est une comédie vraiment sympa. Michel Denisot, je l'attendais pas vraiment dans ce registre-là, mais en même temps, c'est vraiment un film assez touchant parce que c'est assez glauque finalement. Franck Dubosc se défend vraiment bien dans son rôle, là où il peut m'énerver, vraiment beaucoup m'énerver Franck Dubosc dans certains autres rôles, mais là il le défend vraiment bien. J'ai rien à dire de plus parce qu'encore une fois, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment un film français qui a pas fait énormément de bruit. C'est un film de second plan, on va dire, mais qui en même temps une touche d'humour vraiment très intéressante et qui est pas souvent représentée au cinéma aujourd'hui. Cet humour un peu vieillissant, de la vieille punchline française, voilà, de la punchline bien calée. Mais voilà, Toute ressemblance, c'est vraiment bien et je vais pas m'éterniser dessus, du coup, pareil, on va enchaîner assez vite. La Reine des Neiges 2. Alors, j'ai bien aimé La Reine des Neiges 2, voilà, je peux pas le nier, j'ai passé vraiment un bon moment. Mais il y a une faiblesse par rapport au 1, je suis désolé. En même temps, le 1 avait réussi à créer quelque chose de vraiment très puéril avec ses personnages qui étaient vraiment encore finalement des enfants, avec Elsa qui partait bouder tout seul dans son coin et sa sœur qui essayait de la faire revenir. Voilà, en même temps, certains disaient que justement les personnages avaient pu grandir
dans cet opus 2 et que du coup ça a avancé par rapport au 1 qui je trouvais un peu énervant. Là j'ai vraiment pas trouvé en fait. Je trouvais que au contraire les personnages étaient restés au même stade d'enfantillage, on va dire. Pour le coup, là c'était vraiment très énervant, cette espèce de conflit permanent entre les deux sœurs en mode non, il faut pas que tu y ailles pour aller te sauver, je veux pas qu'il t'arrive du mal, non Elsa ne fais pas ça. Je trouvais ça un peu répétitif et lassant par rapport non seulement au 1 où 1 c'était purement justifié et où là ça sort un peu de ton cul quand même. Mis à part ça, je trouve la morale vraiment bien en tant que telle mais mal amenée, très mal amenée parce que le film en gros parle de savoir refermer les erreurs du passé pour pouvoir avancer correctement dans le futur. Voilà, c'est en gros ça la morale qui est avancée ici et c'est vraiment une belle morale. Mais si vous voulez, il n'y a rien qui fait contrepoids dans le film. Il n'y a pas d'antagoniste principal, en fait, il n'y a pas de réel grand danger, réel grand enjeu comme par exemple dans l'opus 1 où l'enjeu là a été vraiment très stressant. Et surtout, il n'y a pas de réel il n'y a pas de réel antagoniste. Alors certains diront que si, il y en a un qui est vraiment mis très à l'écart dès le début du film. Ceux qui auront vu le film, évidemment je fais ça pour pas spoiler, mais ceux qui auront vu le film savent de quoi, à qui je fais référence. Mais en tout cas, il est tellement mis en arrière-plan que finalement il passe totalement à côté de l'intrigue. Il est chiant, il est pas intéressant. Finalement en fait, La Reine des Neiges 2, c'est un film qui veut vraiment faire parler de lui et qui fait parler de lui mine de rien, mais qui en fait n'est pas abouti dans sa forme en fait, qui aurait pu être un peu plus travaillé, que ce soit dans son script, que ce soit dans sa construction des personnages, etc. Sinon le film est très beau, hein. Finalement, visuellement c'est une vraie claque incroyable. Voilà. Les lumières, c'est... les lumières. Wow. Bref, allez, j'enchaîne. Et pour finir cette année correctement... Ah non mais voilà, non mais on peut pas finir sans finalement un petit Star Wars, non mais voilà. Mais ça fait du bien, ça fait du bien. En fait j'aime beaucoup Star Wars et j'aime bien ce qu'ont avancé les 2 derniers épisodes. Je sais que c'est devenu un peu la mode de taper sur Star Wars depuis que Disney l'a racheté et je trouve ça vraiment très facile en fait de vouloir taper sur Star Wars. C'est devenu même un peu un running gag très relou parce que finalement les gens cherchent des défauts un peu où il y en a pas. Évidemment que la dernière trilogie Star Wars a été bourrée de défauts et c'est quand même ouf que de se dire que dans la plus grande quand même saga du cinéma, Disney, donc le plus grand studio pareil du cinéma actuel, n'arrive pas à accorder 2 auteurs entre eux. Pour faire un rapide briefing, évidemment la situation a été expliquée et je mettrai, voilà, il y a des vidéos de justement Durandal qui l'explique beaucoup mieux que moi et beaucoup plus en détail. Je mettrai en description, voilà, vous pouvez aller checker. Si vous voulez, l'opus 1 a été écrit par J.J. Abrams et d'autres auteurs. L'épisode 2 a été écrit par Rian Johnson qui vraiment on sait pas ce qu'il fout là, on sait vraiment pas ce qu'il fout là, mais il est là et il a vraiment pris une tournure des événements beaucoup plus différente que ce qu'a pu instaurer J.J. Abrams. Et J.J. Abrams a dû récupérer l'opus 3 en disant c'était pas du tout la voie que je voulais prendre avec le 2 et du coup je vais devoir rattraper ça comme je peux. Et donc ils te pondent des incohérences, non c'est même pas des incohérences en fait, c'est des constructions de scénarios qui sont amenées mais tellement brutalement et avec le cul. Au final c'est vraiment un film qui a une première heure très bancale et qui arrive justement à se sauver avec sa deuxième heure en fait. Mais évidemment que voilà que les 2 derniers épisodes de cette trilogie ont plein de défauts parce que justement elles changent beaucoup de ce qui a pu être amené avec les précédentes trilogies. C'était Monsieur Lucas tout seul ou c'était des auteurs qui s'accordaient. Évidemment que c'était beaucoup plus cohérent que ce qu'on a eu à faire là tout simplement. Ouais non mais il y a des trucs très bancals dans ce dernier opus voilà, mais dans cette trilogie en général. Pour résumer, j'ai trouvé le 7 très plat, j'ai trouvé le 8 très intéressant par ses visuels et aussi par la touche qu'il a amené dans Star Wars en fait. Et j'ai trouvé le 9 aussi très bien, même s'il essayait d'un peu sauver les meubles alors que la pièce était déjà totalement coulée avec Johnson. Ils ont par exemple essayé de faire revenir le personnage de Palpatine. Alors c'est pas un spoil, hein, on le connaît vraiment déjà dès les premières minutes du film. Palpatine en fait ça devient vraiment un enjeu fort parce qu'évidemment quand on crie Palpatine, moi c'est incroyable dans Star Wars. Mais voilà, il est vraiment amené n'importe comment, ce qui fait que ce film est super bancal. Mais voilà, au final ils arrivent à faire... Ouh la moto. Le résultat fait que ça tient quand même globalement plutôt bien la route. Et ce qui fait que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que je suis quand même
très fan de l'univers Star Wars. Et pareil pour les éléments qu'ils apportent pour justement les vrais fans de Star Wars qui lisent tous les comics, tous les livres qu'il y a eu autour, qui connaissent tout l'extra univers, on va dire. Il leur offre beaucoup de cadeaux, beaucoup de fan service aussi, mais du bon fan service. Donc voilà, au final, je peux rien dire parce que c'est assez cool. C'est assez cool. Voilà, donc les films de cette année, c'est fait. Je pense que je referai le même programme l'année prochaine parce que ça me plaît bien de pouvoir débriefer avec vous comme ça des films qu'il y a eu cette année. Allez, donc on passe maintenant au flop et au top de cette année finalement. Encore une fois, je vais faire ça très rapidement parce que je vais pas vous prendre toutes vos après-midi non plus. 5 films pour chaque top et flop. On est parti. En numéro 5, Le Chant du Loup. C'est un super film, pareil, fait de quelqu'un, apparemment, je me suis renseigné entre-temps par Antonin Baudry, qui vient de la BD. Pareil, une construction du cadre exactement comme dans Joker ou comme dans La Belle Époque. C'est vraiment très intéressant filmiquement, vu que ce mec vient de la BD, il a une connaissance de la couleur, du cadrage, de l'image qui est très intéressante. Il y a une pression qui est dégagée de ce film. C'est vraiment un film à voir dans de bonnes conditions, donc plus au cinéma parce que il joue plus, mais en tout cas à le voir dans des bonnes conditions et à rester concentré jusqu'au bout. Voilà. En 4ème position, Joker. Voilà, je viens d'en parler. C'est magnifique comme film. C'est vraiment magnifique. Faut le voir absolument. En 3ème position, Portrait de la jeune fille en feu. Pareil, j'en ai déjà fait une critique, mais on va en reparler 3 secondes. C'est très intéressant. C'est une réelle leçon de mise en scène. C'est un film qui a un scénario qui ne pue pas justement la dénonciation ou justement le pointage du doigt dans un sujet en particulier. C'est un film qui raconte une histoire d'amour. Point. Voilà, on se pose pas plus de questions. C'est magnifiquement filmé et c'est super beau, à voir absolument. En 2ème position, Parasite. C'est une dénonciation si belle et en même temps si fantastique, si absurde qu'en final ça en devient même plus fort quoi. Et voilà, je vais pas redire ce que tout le monde a déjà dit sur ce film. C'est très bien, on enchaîne. En 1ère position, je suis désolé, j'ai pas réussi à le mettre autre part qu'en 1ère position, mais Once Upon a Time in Hollywood, les gars. Ah bah ouais. Non, bah ouais. Encore une fois, je vais pas en reparler plus, c'est magnifique. J'ai déjà fait une critique, je vous renvoie, tout est dans la description pour voir la critique que j'en ai fait qui était quand même assez longue et assez détaillée. J'avais pris pas mal de temps pour parler de ce film, mais voilà, pareil, c'est à voir, c'est ma palme d'or à moi de cette année. Je trouve juste que c'est fantastique. Et c'est d'une puissance absolue. Évidemment, quelques mentions honorables, hein, parce que voilà, évidemment, il y a Us de Jordan Peele, Les Misérables de la Julie, Ad Astra de James Gray, qui sont des sublimes films qui sont sortis cette année. Et ça fait plaisir de voir justement dans ce top cette année, vraiment dans mon top personnel, des films qui viennent vraiment d'un peu toutes les régions du monde en fait. Allez, on passe au top flop et après on coupe cette vidéo pour que je puisse me boire un bon chocolat chaud. En 5ème position, Wending Nightmare. C'est ennuyant, c'est pas très bien, la fin est chaotique, ça casse tout. C'est un film qui se casse lui-même en fait, ce film. Il sait pas trop s'il doit faire de l'humour ou s'il doit faire de la réelle peur. En tout cas, ça fait ni peur et ça fait ni drôle. Au final, c'est raté. En 4ème position, Captive State. C'est un film d'extraterrestres, c'est pas du tout intéressant, c'est vraiment très chiant, ça apporte rien, enfin voilà, il y a des centaines de films qui sont plus intéressants que ça. Par exemple dans le même style, je vous conseille District 9 qui est vraiment un très bon film d'extraterrestres sur Terre, sauf que là ça n'apporte rien, c'est moche, les designs sont pas très beaux, c'est filmé au numérique mais n'importe comment. Ah, peut-être John Goodman a se levé du film, peut-être John Goodman. Sinon ouais, c'est mal joué, c'est des scénarios qu'on a vus 100 fois, voilà, c'est pas très intéressant comme film, c'est pour ça qu'il est en 4ème position, je me suis bien ennuyé. En 3ème position, Nous finirons ensemble de Guillaume Canet. C'est chiant, oh c'est chiant. Autant dire que Les Petits Mouchoirs, bon il y avait une part de fun quand même, mais là c'est juste l'équivalent des Bronzés font du ski, sans le ski et sans l'humour en fait. Du coup c'est juste des bandes de potes qui parlent et qui sont en mode qui sont quand même vachement vieux cons quoi, je suis désolé. Autant c'est des acteurs que j'aime vraiment beaucoup dans des films très individuels voilà, qu'ils ont pu faire dans leur carrière, mais tous ensemble il y a une espèce de surfait bande de potes un peu bobo, pas très intéressante et voilà, voilà, c'est un film très chiant en fait, c'est un film très chiant, tellement plat. La réalisation de ce film, c'est juste qu'avoir 3 plans pour te dire que tu vas te faire chier pendant le reste du film en fait, tellement c'est plat. En 2ème position, La Grande Aventure Lego 2. Alors je sais que j'ai pas parlé du tout de ces films là que je suis allé voir pendant cette année parce que
en fait j'en ai marre de parler de mauvais films en général, mais bon là on est là pour l'occasion donc on va se faire plaisir. Mais La Grande Aventure Lego 2, ça a perdu tellement tout le charme du premier, c'est agaçant comme film, c'est vraiment un film où tu le regardes et ça t'énerve en fait tellement c'est pas bien. C'est pour des enfants, mais même pour les enfants je trouve ça abrutissant comparé au 1 qui était formidable. Et voilà, encore une fois ça ne raconte rien, c'est un scénario qui plane dans le vide, qui sait pas où il va, qui sait vraiment pas où il va. Encore une fois c'est chiant à mourir et c'est très décevant, surtout c'est très décevant comparé au 1 qu'ils avaient pu faire, voilà. Et en première position, After, voilà. Je vais pas refaire une critique dessus parce que j'en ai déjà fait une où je m'énerve beaucoup, on va pas s'énerver 2 fois. Je trouve ça nul à chier, je trouve ça vraiment nul à chier. Je vous invite à voir la critique que j'avais fait, pareil tout est en description, mais c'est pas bien du tout, c'est pas bien. Bref, on a fini pour les films de cette année, j'espère que ça vous a plu. On a passé vraiment une chouette année, je trouve, ensemble. Voilà, donc a priori, vous avez déjà vu la vidéo de fin d'année de la salle à film, mais voilà, je me rattrape avec une autre vidéo. Et donc, il y a encore plein de projets qui sont là, mais vraiment du très lourd, je l'ai déjà dit, qui arrivent. Et je vous dis à très bientôt, et passez de bonnes fêtes. Bah oh non, je crois qu'elles sont passées, alors où je publie cette vidéo. Bon, allez, je vais m'endormir. Bisous!